Elle endurait les coups du destin et vivait dans une camionnette avec son enfant. Mais une victoire inattendue lors d'une vente aux enchères lui a ouvert le dépôt d'un millionnaire et un secret qui a bouleversé sa vie en une seule nuit. Personne ne s'attendait à ce qui s'y cachait. Abonnez-vous et dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo et partagez-la autour de vous. L'aube se levait lentement sur Los Angeles, étirant ses lueurs pâles à travers le voile humide qui enveloppait la ville. Dans le vieux Ford garé derrière un petit atelier de mécanique, la lumière du matin glissait sur les vitres embuées et se brisait en éclats fragiles contre les objets entassés à l'intérieur. Kira Morgan ouvrit les yeux avant même que le soleil n'ait véritablement percé le brouillard. Son premier geste fut de se tourner vers son fils, recroquevillé sous une couverture trop fine pour la fraîcheur de l'heure. Riley dormait d'un sommeil instable, sa poitrine se soulevant à intervalles irréguliers, et le léger sifflement qui traversait son souffle annonçait, comme toujours, la possibilité d'une crise d'asthme. Elle écouta ce son avec l'attention d'une mère qui avait appris à mesurer le temps selon la respiration de son enfant. Pour d'autres, ce n'était qu'un bruit faible et étouffé. Pour elle, c'était un avertissement, un rappel constant de la fragilité avec laquelle il vivait. Son cœur se serra, mais aucune panique ne traversa son esprit. Elle avait connu trop de matins semblables pour se laisser envahir par la peur. Au lieu de cela, elle écarta doucement une mèche de cheveux du front de Riley et le borda avec précaution, comme si un geste brutal pouvait briser l'équilibre précaire qui leur permettait d'avancer. Le rituel du matin était devenu une mécanique silencieuse, presque solennelle. Lorsqu'elle sortit du véhicule, le froid humide de la rue mordit ses joues et la ramena d'un coup dans la réalité de leur existence. Elle se dirigea d'abord vers la petite salle de bain de la cafétéria du coin, où la serveuse la reconnaissait à peine, mais ne posait jamais de questions. Là, elle se rafraîchit le visage, se regarda quelques secondes dans le miroir terni et tenta de lisser d'un geste la fatigue qui creusait ses traits. Puis elle revint vers le Ford, réveilla doucement Riley, et avec une tendresse soigneuse, ils répétèrent leur routine. Se laver, se changer, partager un petit déjeuner composé de produits achetés la veille à prix réduit, tout cela dans un silence complice qui tenait davantage de la résignation que de l'habitude. La bibliothèque municipale était leur refuge quotidien. Riley aimait cet endroit pour ses couloirs tranquilles et l'odeur rassurante du papier. Elle l'aimait parce qu'on n'y demandait jamais qui vous étiez, ni pourquoi vous veniez. Assise entre des rayonnages de livres, elle pouvait respirer un instant sans craindre d'être repoussée ou jugée. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu les attendait avant même qu'ils ne se dirigent vers les portes en verre du bâtiment. La propriétaire de l'atelier de mécanique, une femme au visage sévère mais au cœur moins dur qu'elle ne voulait le montrer, s'approcha de Kira avec une feuille de papier froissée. « On organise une vente aux enchères de box de stockage abandonnés, » lui dit-elle. « J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. On ne sait jamais. Parfois, on tombe sur quelque chose de bien. » Kira prit la feuille, d'abord par politesse, puis par curiosité. Le papier annonçait une vente qui aurait lieu le lendemain, à l'autre bout de la ville. Elle avait déjà vu à la télévision ces émissions où des gens faisaient fortune en achetant des unités de stockage laissées à l'abandon. Pour la plupart, ce n'était qu'un spectacle inutile. Pour elle, l'idée éveillait une drôle de vibration, comme une mémoire qui se réveillait. Elle connaissait la valeur des objets. 10 ans passés à nettoyer les maisons de riches collectionneurs lui avaient appris à reconnaître l'authenticité sous la poussière, à déceler les détails qu'un œil ordinaire aurait ignorés. Son vieux carnet en cuir, rempli de notes serrées, témoignait de ce savoir silencieux accumulé au fil du temps. Pourtant, elle hésita. Elle regarda Riley, puis ses mains vides. Ils avaient 112 $. C'était tout ce qui se trouvait entre eux et la faim, entre Riley et une crise qu'elle aurait du mal à contrôler. Risquer ces derniers billets paraissait insensé, mais quelque chose en elle, un mélange d'intuition et de désespoir lucide, lui souffla qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi indéfiniment. Peut-être que cette chance, même infime, valait la peine d'être tentée. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent au milieu d'une foule d'acheteurs aguerris qui se lançaient des regards complices ou défiants. Les portes métalliques des box claquaient les unes après les autres sous la main de l'organisateur, révélant leur contenu comme autant de promesses ou de déceptions. Les prix s'envolaient rapidement. 900 $ pour le premier lot, 700 pour le second.
Kira sentait ses espoirs fondre à mesure que les enchères avançaient. Avec leurs 112 $, elle ne pouvait rivaliser avec des professionnels venus dépenser des milliers, puis vint le tour d'une unité que la foule accueillit par un éclat de rire. Dès que la porte se leva, l'odeur de moisi s'échappa et les murs défraîchis apparurent, chargés de cartons détrempés, de meubles brisés et d'un vieux tapis qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Personne n'y vit le moindre intérêt. Les acheteurs détournèrent la tête. Certains firent même des commentaires moqueurs, mais Kira plissa les yeux et s'approcha un peu plus. Là, au fond, à moitié caché derrière les débris, reposait un coffre en bois ancien. Un coffre sec. Dans un box où tout le reste avait été envahi par l'humidité, cela n'avait rien d'anodin. Elle inspira profondément, sentit le poids de son carnet contre sa poitrine et leva timidement sa petite pancarte. « 47 $, lança l'organisateur après un bref silence. Personne n'ajouta une offre supérieure. En quelques secondes, le box leur appartenait. Kira sentit ses jambes devenir soudain plus légères et plus lourdes en même temps. Ils avaient perdu presque tout leur argent, mais une intuition profonde lui murmurait qu'ils venaient de franchir la première étape d'un sentier invisible qui les dépasserait tous les deux. Quand ils revinrent au box avec Riley, ils passèrent plus de 2 heures à trier les restes détrempés et les objets envoyés au rebut. Certains meubles avaient été volontairement endommagés, d'autres ne valaient de rien. Pourtant, au milieu du chaos, ils trouvèrent quelques pièces intéressantes, quelques cuillères en argent, quelques livres anciens encore lisibles. Rien qui compenserait leur investissement, mais assez pour donner un maigre souffle d'espoir. Puis vint le moment du coffre. Il était solide, plus lourd qu'il n'y paraissait, et fermé par un verrou récalcitrant. Kira utilisa un pied de biche trouvé dans un coin du box et força patiemment la fermeture. Quand le couvercle s'ouvrit enfin, un parfum de papier ancien se répandit dans l'air. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des coupures de journaux, des enveloppes jaunies, des médaillons, des photographies en noir et blanc, des dossiers et un drapeau américain soigneusement plié. Riley, fasciné, se pencha pour observer les objets, mais Kira sentit aussitôt une vague de sérieux l'envahir. Il y avait là la trace d'une vie, d'une histoire entière conservée avec une intention claire. Les coupures de journaux parlaient d'un homme nommé Harrison Pierce, un collectionneur d'art renommé décédé en 1985, dont la galerie et les œuvres avaient été évaluées à plusieurs millions. L'héritage avait été transmis à son neveu, Marcus Pierce, un détail qui semblait contredire les rumeurs selon lesquelles une autre personne aurait dû recevoir une part importante du patrimoine. Cette autre personne apparaissait dans les lettres, Evelyn Carter, l'assistante discrète et dévouée de Harrison, dont le nom revenait sans cesse comme un fil d'or dans la trame d'un récit encore incomplet. Kira lut les premières lignes d'une lettre où Harrison parlait d'Evelyn comme de la personne en qui il avait le plus confiance, davantage même que dans sa famille. Ce simple aveu la troubla. Elle sentit une force étrange passer entre ses doigts, comme si la mémoire de ces deux êtres cherchait encore à se faire entendre après des décennies de silence. Et quand elle tomba sur une page de journal intime d'Evelyn, où celle-ci écrivait sa peur face aux agissements de Marcus Pierce, elle comprit que ce coffre n'était pas un hasard. C'était un appel, une histoire interrompue, une vérité qui n'avait pas encore eu le droit d'être dévoilée. En refermant le coffre, Kira leva les yeux vers Riley, qui la regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle sentit que leur vie venait de basculer imperceptiblement. Elle ne savait pas encore comment, ni jusqu'où cela les mènerait, mais un frisson lui parcourut l'échine. Ils n'avaient pas trouvé le trésor auquel elle aurait pu d'abord rêver. Ils avaient retrouvé quelque chose de plus puissant, quelque chose qui, sans qu'elle puisse encore s'en douter, allait changer le cours de leur existence. Leur matin ordinaire dans un monde de survivance venait de se transformer en premier chapitre d'un récit inattendu, où passé et présent se tiendraient bientôt face à face. Elle prit Riley par la main et l'entraîna hors du box. La lumière du jour avait gagné en intensité et le brouillard s'était dissipé. Sans comprendre pourquoi, elle sentit qu'elle ne reviendrait plus jamais vers ce box de la même manière. Ce qu'ils venaient de découvrir avait commencé à fissurer le silence de l'histoire enfouie, et la suite les attendait déjà, tapis dans un enchaînement d'événements dont elle ne maîtrisait encore rien. Pourtant, elle avançait, comme guidée par une certitude muette. Ce coffre n'était que le début. Lorsque Kira referma le coffre ce jour-là et sentit sous ses doigts la rugosité du bois ancien,
Elle ne comprit pas encore la portée de ce qu'elle tenait entre les mains. Mais tout au long de la route vers la bibliothèque, avec Riley qui marchait à ses côtés en serrant contre lui l'un des vieux livres retrouvés dans le box, une sensation persistante s'installa en elle, comme si un souffle venu d'un autre temps s'était mis à murmurer à son oreille. La découverte du matin n'était pas simplement un hasard heureux ou une trouvaille pittoresque. Elle emportait dans son sillage l'ombre d'un destin inachevé, un fil tiré du passé et qui, maintenant qu'il avait été réveillé, refusait de se rompre. Dans la salle silencieuse de la bibliothèque, baignée par une lumière douce qui traversait les grandes fenêtres, Kira étala son trésor fragile sur une table en bois. Les lettres d'Evelyn, les photographies, les coupures de journaux, tout semblait organisé selon une logique que seule la défunte connaissait. Comme si chaque élément avait été placé là avec l'intention qu'un jour, quelqu'un d'assez patient ou assez désespéré pour chercher profondément puisse reconstituer le puzzle. Riley observait sa mère avec un mélange de fascination et de concentration. Il sentait que quelque chose d'important se déroulait sous ses yeux, quelque chose qui exigeait de lui un silence attentif. Kira commença par relire les lettres dans lesquelles Ariston Pierce parlait de son assistante. On y sentait une affection sincère, mais jamais équivoque. Ce n'était ni une romance cachée, ni un attachement passionnel. C'était une confiance rare, profonde, presque sacrée. Evelyn apparaissait comme une femme discrète, méthodique, dévouée à son métier et aux valeurs d'intégrité qu'elle semblait placer au-dessus de tout. À travers les mots du collectionneur, elle prit forme dans l'esprit de Kira. Une silhouette élégante, effacée mais déterminée, une présence qui illuminait les œuvres qu'elle manipulait avec soin. Et en lisant ces lignes, Kira eut l'impression étrange de reconnaître quelque chose d'elle-même dans cette femme disparue. Une loyauté silencieuse, une force camouflée derrière un rôle humble, une capacité à voir ce que les autres ignoraient. Puis elle tomba sur la page arrachée d'un journal intime. Le papier était jauni, fragilisé par le temps, et l'écriture inclinée semblait presque trembler sous la plume. Les mots décrivaient la peur, non pas une panique brutale, mais une inquiétude froide, rationnelle. Evelyn y dénonçait les manipulations de Marcus Pierce, les ventes clandestines de tableaux, les falsifications des rapports financiers de la galerie. Elle évoquait des réunions secrètes, des transactions étouffées, des signatures imitées, tout un édifice de mensonges bâti dans l'ombre de son employeur. Ce qui frappait le plus, c'était l'absence de colère dans son récit. Elle écrivait comme une femme qui savait que la vérité devait être dite, même si cela lui coûtait cher. Et les dernières lignes, celles qui firent se figer Kira, semblaient peser plus lourd que toutes les autres. Evelyn notait avoir mis en sécurité des preuves irréfutables et ajoutait cette phrase presque solennelle. « Si quelque chose m'arrive, rien ne se perdra. Tout est divisé, dispersé, numéroté. Retenez surtout, boîte 742. » À cet instant, un frisson parcourut Kira de la nuque jusqu'au bas du dos. Elle savait que ces mots étaient écrits par une femme dont la vie s'était arrêtée brutalement, et que ce coffre, ce box abandonné qu'elle avait acheté par hasard, contenait peut-être le premier fragment d'un scandale étouffé depuis des décennies. La découverte du petit trousseau de clés, soigneusement caché dans une enveloppe à part, renforça encore cette impression. Parmi elles se trouvait la clé d'un coffre bancaire, minuscule et lourde, dont le métal froid sembla vibrer contre la paume de Kira lorsqu'elle la prit. Riley, à côté d'elle, ouvrit de grands yeux, comme s'il comprenait instinctivement l'importance que pouvait avoir un tel objet. Leur regard se croisa, et pendant une seconde, le silence autour d'eux sembla se densifier. Kira n'avait plus de doute. Ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un hasard, mais un héritage oublié. Un héritage dangereux. Elle décida alors d'en apprendre davantage sur la vie d'Evelyn. Riley entreprit de chercher son nom dans les archives numériques, tapant avec une précision studieuse sur les touches du clavier. De son côté, Kira fouilla dans les rayons les anciens journaux sur microfilm. Peu à peu, l'histoire d'Evelyn Carter se révéla. Elle avait disparu en 1986, soudainement, sans laisser de traces. L'affaire avait été classée comme une possible dépression ayant conduit à une fugue ou un suicide, mais aucune preuve tangible n'avait jamais été trouvée. Ce qui troubla le plus Kira fut de constater que, malgré ses liens avec l'un des hommes les plus influents du monde de l'art, presque rien n'avait été fait pour la retrouver. Comme si une chape de silence s'était abattue sur l'enquête dès les premières heures. C'est alors que le nom de Marilyn Hodge apparut.
Riley avait trouvé plusieurs chroniques où cette journaliste, spécialisée dans les affaires non résolues, évoquait le mystère entourant la disparition d'Evelyn. Elle y parlait de contradictions, d'incohérences, d'angles négligés par la police à l'époque. Kira ressentit immédiatement le besoin de contacter cette femme. Elle écrivit un message prudent, expliquant seulement qu'elle avait trouvé des documents liés à Evelyn Carter et qu'elle pensait qu'ils pouvaient avoir une importance capitale. Elle ne s'attendait pas à recevoir une réponse avant plusieurs jours, si réponse il y avait. Pourtant, à sa grande surprise, Marilyn lui répondit en moins d'une heure. Le ton était sérieux, presque urgent. Elle souhaitait la rencontrer le lendemain. La rencontre eut lieu dans un petit café discret, situé près du centre-ville. Marilyn était une femme d'une cinquantaine d'années, au visage marqué par le temps et les enquêtes difficiles, mais dont les yeux vifs trahissaient une curiosité intacte. Lorsque Kira lui présenta les documents, la journaliste les parcourut avec une intensité presque fébrile. Lorsqu'elle découvrit la clé bancaire, son visage se raidit. « Vous ne vous rendez pas compte, dit-elle en relevant les yeux. Cela pourrait tout changer, et croyez-moi, Marcus Pierce fera n'importe quoi pour empêcher cela de ressortir. » Le sol sembla vaciller un instant sous les pieds de Kira. Elle comprit alors que ce qu'elle avait pris pour une énigme historique était en réalité une plaie toujours ouverte. Une menace vivante, capable de s'étendre jusqu'à elle et son fils. La confirmation arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. En rentrant du café, elle remarqua une voiture blanche stationnée non loin d'eux. Elle n'y prêta d'abord pas attention, mais plus tard, lorsqu'ils quittèrent la bibliothèque, la même voiture ralentit à leur hauteur avant de disparaître dans la circulation. Ce n'est que lorsqu'elle se retrouva garée près de l'atelier de mécanique qu'elle fut certaine d'avoir été suivie. Une angoisse froide lui traversa la poitrine. Elle tenta de rassurer Riley, mais dans ses propres mots tremblait une incertitude qu'elle ne pouvait pas dissimuler. Le lendemain matin, un message arriva sur son téléphone. Bref et glaçant. Rendez le contenu du box. 5 000 $. Sans police. Les mains de Kira se mirent à trembler légèrement. 5 000 $ représentaient une somme colossale pour elle. Une somme qui aurait pu transformer leur vie. Mais l'offre n'avait rien d'une opportunité généreuse. C'était un avertissement, une tentative d'étouffer quelque chose que quelqu'un craignait de voir ressurgir. Elle comprit immédiatement que céder serait non seulement trahir Evelyn, mais aussi risquer de plonger dans une situation dont elle ne sortirait peut-être jamais. Elle décida de retourner voir Marilyn, qui insista cette fois pour l'accompagner chez une avocate spécialisée en litiges d'héritage et en crimes liés au marché de l'art. Lauren Michaels les accueillit avec une retenue professionnelle, mais son regard s'illumina d'un intérêt aigu lorsque Kira lui présenta les documents dans leur intégralité. L'avocate prit le temps de lire, de classer mentalement, de relier les informations. À mesure qu'elle comprenait l'ampleur de la fraude, son sérieux s'accentuait. « Si ce que vous avez ici est authentique, dit-elle finalement, nous sommes face à un détournement d'héritage, à des falsifications de grande ampleur et possiblement à une affaire criminelle liée à la disparition d'Evelyn Carter. Marcus Pierce pourrait perdre tout ce qu'il possède, et il le sait. » Pour la première fois depuis des jours, Kira sentit une lueur de soutien, une présence solide à ses côtés. Mais cette lueur ne dissipait pas totalement la peur, car elle se rendait compte que la découverte n'était que la première pièce d'un casse-tête complexe et dangereux. Et plus elle avançait, plus elle éveillait l'attention de ceux qui avaient intérêt à maintenir le silence. C'est ainsi que, quelques jours plus tard, en fouillant une énième fois les objets du box, elle trouva un indice supplémentaire. Un petit compartiment dissimulé dans un vieux bureau, difficile à repérer sans une inspection minutieuse. À l'intérieur reposait un carnet relié de cuir, rempli de chiffres, de signatures imitées, de noms de tableaux et de dates de transactions secrètes. C'était un journal détaillé des crimes commis par Marcus Pierce depuis près de 20 ans. Et, en le tenant entre ses mains, Kira comprit que ce qu'elle avait découvert dépassait de loin la simple vérité historique. Elle avait trouvé la pièce maîtresse d'un scandale qui pouvait ébranler tout un empire. Sa vie, jusque-là marquée par la survie quotidienne, venait de s'entrelacer irrémédiablement avec celle d'Evelyn Carter. Elle sentit que ce lien invisible, noué par le hasard ou le destin, l'empêchait désormais de reculer. Le passé réclamait justice, et elle avait été choisie, peut-être par accident, peut-être par nécessité, pour porter cette voix oubliée. Elle ne savait pas encore que ce choix allait la mener face à un adversaire puissant,
ni que chaque pas la rapprochait d'une vérité dangereuse. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le fil tiré depuis la poussière du box continuait de se dérouler, attirant Kira vers un avenir où vérité et menace se confondaient dans la même ombre. Les jours qui suivirent la découverte du carnet secret furent marqués par une tension presque palpable, comme si l'air autour de Kira s'était chargé d'électricité. Elle sentait à chaque instant le poids des documents qu'elle transportait dans une pochette soigneusement protégée, consciente que ce qu'elle détenait dépassait la simple valeur historique. C'était une arme, une preuve, un héritage mis sous silence pendant des décennies. Et plus elle avançait dans la lecture du journal d'Evelyn, plus elle comprenait que son propre rôle dans cette histoire devenait inévitable. Elle n'était plus seulement une mère cherchant à survivre avec son fils, elle devenait, malgré elle, le témoin d'une vérité que certains avaient tout fait pour enterrer. Lauren Michaels accueillit les nouvelles preuves avec un mélange de gravité et d'enthousiasme maîtrisé. Dès qu'elle eut sous les yeux le carnet rempli de transactions illicites, de signatures imitées, de ventes clandestines et de manœuvres dissimulées, son visage se durcit. Elle prit le temps de tout classer, en commençant par vérifier la cohérence des dates et des montants. Elle compléta les documents trouvés dans le coffre par ceux provenant d'archives légales qu'elle possédait déjà, créant ainsi un dossier solide, difficilement contestable. Kira, assise en face d'elle, observait le travail de l'avocate avec une forme d'émerveillement inquiet. Elle ne comprenait pas tous les termes juridiques, mais elle percevait l'importance de chaque détail. Lorsque Lauren leva enfin les yeux, elle annonça qu'il était temps d'ouvrir une procédure officielle. Elle avait suffisamment d'éléments pour demander une enquête judiciaire concernant la succession de Harriston Pierce, ainsi qu'une suspension immédiate de toute transaction liée à la galerie appartenant à Marcus. La justice devait intervenir de manière préventive avant que celui-ci n'ait le temps de détruire des preuves ou de transférer des œuvres à l'étranger. La demande fut déposée dès le lendemain. À la surprise de Kira, la réaction du tribunal fut rapide. Un juge ordonna le gel provisoire des activités financières de la galerie en attendant l'examen complet du dossier. Cette décision frappa le monde de l'art comme un coup d'éclat. Les médias, alertés par Marilyn Hodge, commencèrent à publier des articles prudents évoquant une possible affaire de fraude à grande échelle impliquant l'un des collectionneurs les plus influents des dernières décennies. Personne ne mentionnait encore le nom de Kira, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'attention ne se tourne vers elle. Marcus, quant à lui, réagit immédiatement. Les premiers signaux arrivèrent sous la forme de messages indirects, transmis par des avocats qui se présentaient comme conciliateurs. Ils proposaient à Kira des compensations financières à condition qu'elle renonce à toute prétention concernant les documents trouvés. Les montants mentionnés étaient impressionnants, suffisamment pour offrir à Riley une vie confortable et soignée. Mais Kira refusa sans hésiter. Elle ne cherchait pas à marchander la vérité, encore moins à trahir la mémoire d'Evelyn, dont elle sentait le souffle dans chaque ligne du journal intime. Lorsque l'argent ne suffit plus, les menaces commencèrent. D'abord voilées, puis plus directes. On évoqua les services sociaux, faisant allusion à son statut de mère vivant dans un camion. On insinua qu'elle n'était peut-être pas en mesure d'offrir un environnement stable à son fils. On tenta de lui faire croire qu'elle risquait de perdre Riley si elle persistait. Ces jours-là, l'angoisse l'étreignit avec une violence terrible. Elle dormait mal, sursautait au moindre bruit, redoutait de sortir seule dans la rue. Pourtant, elle tenait bon. La présence de Lauren et de Marilyn la soutenait, lui montrant qu'elle n'était pas aussi démunie qu'elle l'avait toujours cru. Elle comprit, en observant la réaction de Marcus, à quel point il craignait ses preuves. L'homme qui contrôlait une galerie de renommée internationale perdait soudain pied, menacé par la vérité révélée par une mère sans ressources et un enfant fragile. C'était presque irréel, et pourtant parfaitement logique. Le pouvoir n'est jamais aussi vulnérable que lorsqu'il affronte l'intégrité. À mesure que le jour de l'audience approchait, Kira sentit naître en elle une forme de courage qu'elle ne se connaissait pas. Elle avait passé sa vie à s'effacer, à éviter les conflits, à survivre dans les marges de l'existence. Maintenant, elle devait marcher au centre d'une scène où les yeux du monde artistique et judiciaire se tourneraient vers elle. La veille de l'audience, elle eut du mal à fermer l'œil. Riley, pourtant, dormait profondément dans leur petit lit du motel, où ils avaient trouvé refuge temporairement,
comme si sa présence suffisait à lui offrir la paix que sa mère peinait à trouver. Le matin de l'audience, ils entrèrent dans le tribunal aux côtés de Lorraine. Le bâtiment imposant, les couloirs solennels, les portes massives, tout semblait disproportionné, presque intimidant. Kira avait l'impression de franchir un seuil invisible. Elle tenait la main de Riley jusqu'au moment où Lorraine l'invita à entrer dans la salle d'audience. Là, elle vit Marcus pour la première fois. Il se tenait droit, vêtu d'un costume parfaitement taillé, son visage affichant une assurance calculée. Pourtant, lorsque leurs regards se croisèrent, Kira crut déceler un bref éclat de nervosité dans ses yeux. Ce n'était pas de la pitié, ni de la surprise, mais plutôt la perception désagréable qu'un adversaire qu'il n'avait pas anticipé se dressait devant lui. L'audience débuta. Les avocats de Marcus tentèrent d'abord de minimiser l'importance des documents. Ils insinuèrent qu'ils avaient peut-être été fabriqués de toutes pièces, insinuèrent des doutes sur la fiabilité de Kira, sur la manière dont elle avait obtenu les preuves. Mais Lorraine, méthodique et implacable, déconstruisit chaque argument avec une précision chirurgicale. Elle présenta le carnet des transactions, confronta les signatures falsifiées aux authentiques, montra la cohérence des dates, évoqua la clé bancaire et la page du journal intime d'Evelyn. Peu à peu, l'arrogance initiale de Marcus se fissura. Puis ce fut au tour de Kira. Elle se leva, le cœur battant, mais ses jambes ne tremblaient pas autant qu'elle le craignait. Elle raconta calmement son histoire. La pauvreté, la vie dans la camionnette, l'achat du box, la découverte du coffre, les réactions de Marcus, les menaces. Sa voix, bien que douce, portait loin. Dans la salle, un silence respectueux s'installa. Elle ne cherchait pas à se faire plaindre, ni à dramatiser. Elle se contentait de dire la vérité, avec la dignité silencieuse qui la caractérisait. Pendant qu'elle parlait, Marcus détourna légèrement la tête, comme s'il ne supportait plus l'intégrité qui se dégageait de cette femme qu'il avait d'abord jugée insignifiante. Pour la première fois peut-être, il comprit qu'il était en train de perdre. Lorsque la séance se conclut, le juge annonça qu'un accord préalable devait être envisagé. Les preuves s'accumulaient, trop fortes pour être ignorées. Dans les jours qui suivirent, sous la pression de ses propres avocats, Marcus accepta finalement de reconnaître la falsification du testament, de céder l'intégralité de la collection restant à la galerie au musée d'État et de verser une indemnisation substantielle à Kira pour la découverte et la sauvegarde des documents. De plus, la galerie Porter Pierce serait transformée en un mémorial dédié à Ariston Pierce et à Evelyn Carter. Lorsque Kira apprit la nouvelle, elle resta longtemps silencieuse. Elle n'éprouvait ni triomphe éclatant, ni haine satisfaite. Juste un soulagement profond, presque douloureux, comme si un poids immense se détachait enfin de ses épaules. Elle pensait à Evelyn, à la femme qui avait tant risqué pour protéger la vérité et dont la disparition avait été réduite à une simple note de bas de page dans l'histoire officielle. Elle pensa aussi à Ariston, dont la volonté avait été trahie, et enfin à Riley, qui pour la première fois de sa vie pourrait peut-être connaître la stabilité. Tout était en train de changer et Kira comprenait que ce changement ne concernait pas seulement le monde de l'art ou les fortunes détournées. Il concernait sa propre vie et celle de son fils. Le chemin avait été long, heurté, semé de dangers, mais elle n'avait jamais fui. Et maintenant, à mesure que les derniers échos de l'audience s'éloignaient, elle sentait que le futur recommençait enfin à respirer, ouvert devant eux comme une porte qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir franchir. Lorsque l'accord final fut signé, Kira sortit du tribunal avec une lenteur presque irréelle, comme si ses pas n'arrivaient pas à suivre la vitesse à laquelle sa vie venait de basculer. Le soleil frappait le trottoir d'une lumière vive, et la rumeur de la ville vibrait autour d'elle, mais tout lui semblait étrangement lointain. Elle respirait plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Pourtant, une part d'elle restait immobile, suspendue entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle devenait. Riley marchait à ses côtés, un peu déboussolé par toute cette agitation, mais la main qu'il glissa dans la sienne était chaude, confiante. Ce simple contact lui rappela que la vraie victoire n'était pas dans la chute de Marcus Pierce, mais dans la possibilité d'un avenir où son fils pourrait grandir sans la menace constante du lendemain. Les premières démarches administratives furent déroutantes. Kira n'avait jamais possédé grand-chose et n'était pas habituée à autant de formalités. Pourtant, elle avançait avec une détermination nouvelle, guidée par Lorraine,
qui l'aidait à comprendre chaque étape. Le versement de l'indemnisation promise fut confirmé quelques semaines plus tard, et lorsque les fonds furent enfin débloqués, elle n'osa pas y croire. Elle dut vérifier 3 fois l'écran de la banque avant que la réalité ne la frappe à plein cœur. Cette somme, qui aurait semblé autrefois appartenir à un monde étranger, était maintenant entre ses mains. Mais loin de se sentir soudain riche, elle fut envahie par un sentiment d'humilité profonde, comme si l'argent n'était qu'un outil confié à elle pour réparer des années de combats silencieux. La première chose qu'elle fit fut de chercher un logement stable, un véritable foyer. Elle trouva un petit appartement situé dans un quartier calme, non loin d'une école et d'un parc. Le lieu n'avait rien de luxueux, mais il était propre, lumineux, et lorsque l'agent immobilier ouvrit les volets et laissa entrer la lumière, Kira sentit une chaleur naître en elle. C'était exactement ce qu'elle imaginait, un endroit où Riley pourrait poser son sac sans regarder autour de lui, comme si quelqu'un allait les chasser, un endroit où elle-même pourrait enfin poser ses clés sur une table, en sachant qu'elles lui appartenaient. Lorsqu'ils franchirent le seuil pour la première fois, Riley eut un mouvement de recul, comme s'il n'osait pas toucher les murs fraîchement peints. Mais quand il découvrit la petite chambre qui serait la sienne, il resta longtemps immobile, les yeux embués d'une émotion silencieuse. Il n'y avait qu'un lit simple au départ, mais Kira acheta ensuite des étagères qu'elle remplit de livres. Un rêve que Riley n'avait jamais formulé à voix haute. Voir son fils passer ses doigts sur les dos des ouvrages, les choisir, les ouvrir avec une délicatesse presque sacrée, devint pour elle une source de joie profonde. Elle remarqua aussi que son souffle devenait plus régulier, que ses crises s'espacèrent, que son regard s'ouvrait à quelque chose de plus vaste que la simple survie. Pour la première fois depuis longtemps, Kira se permit de croire que le danger avait reculé, qu'ils avaient tous deux trouvé un terrain solide sur lequel reconstruire leur existence. Les changements se poursuivirent lorsque le musée d'État, désormais gestionnaire de la collection Pierce Carter, lui proposa un poste permanent. L'offre la déstabilisa. Elle n'avait jamais imaginé travailler dans un lieu aussi prestigieux, au milieu d'œuvres d'art, d'archives précieuses, de spécialistes passionnés. Pourtant, lorsqu'elle pénétra dans les salles lumineuses du musée, elle ressentit une impression inattendue de familiarité. Elle avait passé des années à observer des objets de valeur dans les maisons où elle travaillait, à distinguer la matière d'un tableau, la patine d'un cadre, la délicatesse d'un parchemin. Ces savoirs silencieux, acquis en marge, trouvaient soudain leur reconnaissance. Le directeur du musée lui expliqua qu'il souhaitait qu'elle participe au catalogage des pièces de la collection, en particulier celles retrouvées dans le coffre d'Evelyn Carter. Kira comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'un emploi. C'était une manière de poursuivre ce qu'Evelyn avait commencé, d'assurer que son travail, son dévouement et son courage soient enfin honorés. Chaque document qu'elle touchait, chaque lettre qu'elle rangeait, chaque photographie qu'elle identifiait, résonnait en elle comme une promesse tenue. Elle se sentait investie d'une mission, non pas imposée, mais acceptée avec gratitude. Un espace entier fut consacré au nouveau mémorial Pierce Carter. Le musée avait choisi de présenter l'histoire en 2 voies parallèles, celle de Harry Stone, le collectionneur passionné qui avait voulu préserver la beauté à travers les œuvres, et celle d'Evelyn, la femme dont la droiture avait maintenu cet héritage vivant malgré les ombres qui l'entouraient. Au centre de la salle, 2 portraits se faisaient face, celui d'Harry Stone, serein et réfléchi, et celui d'Evelyn, capturant un regard doux, presque timide, mais chargé d'une force discrète. Kira s'arrêta longuement devant le portrait d'Evelyn le jour de l'inauguration. Elle la reconnut aussitôt, comme si elle avait toujours su que ce visage était celui de la vérité. Riley, quant à lui, développa une admiration silencieuse pour l'histoire d'Evelyn. Il venait souvent au musée après l'école, s'asseyait sur un banc face au portrait et restait ainsi, les mains posées sur ses genoux, le regard plongé dans celui de cette femme qu'il n'avait jamais connue, mais qui avait joué un rôle décisif dans la vie de sa mère. Parfois, il murmurait quelques mots que Kira n'entendait pas. D'autres fois, il restait immobile, comme s'il communiquait avec elle dans une langue que seuls les enfants comprennent. Kira observait ces instants avec une émotion douce, amère, consciente que la destinée d'Evelyn avait traversé le temps pour toucher son fils. Les semaines passèrent, et Kira s'habitua peu à peu à ce nouveau rythme. Elle avait encore des moments de doute, des moments où l'ombre des anciennes inquiétudes se glissait dans son esprit. Mais chaque fois qu'elle rentrait dans leur appartement,
qu'elle voyait Riley absorbé par un livre ou simplement endormi dans son lit, ses ombres se dissipaient. Elle réalisait que la stabilité n'était pas un luxe réservé aux autres. Elle était devenue possible, concrète, presque simple. Un soir, alors qu'ils quittèrent le musée ensemble, le soleil couchant baignait la façade d'une lueur dorée. Riley serra la main de sa mère. Il ne dit rien, mais son sourire suffisait. Ils descendirent les marches tranquillement, comme si le monde, pour une fois, n'accélérait pas autour d'eux. Kira respira l'air tiède avec une gratitude immense. Elle pensa à tout ce que cette histoire avait changé. La mémoire enfin restaurée d'Evelyn, la volonté respectée d'Ariston, la chute de Marcus, la renaissance de ce lieu désormais dédié à la vérité, leur propre vie qui avait regagné sa place dans le présent. Elle comprit alors que leur lutte n'avait pas été seulement une quête de justice, c'était une quête d'appartenance. Pendant des années, elle avait vécu en marge de la société, comme un fantôme se glissant entre les fissures du monde. Aujourd'hui, elle avançait au milieu de la lumière, consciente d'avoir reconstruit non seulement un foyer, mais un sens. Evelyn Carter avait été effacée, mais grâce à un coffre oublié dans un box humide, elle avait retrouvé sa voix. Et dans cet écho, Kira avait retrouvé la sienne. En marchant vers leur appartement, elle sentit la main de Riley se refermer un peu plus fort sur la sienne. Son pas se fit plus léger, presque imperceptiblement joyeux. Ils n'avaient donc plus besoin de courir après le lendemain, ni de craindre le jour suivant. Ils avaient un foyer, un avenir et une histoire qui leur appartenait. Et tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Kira sut que, pour la première fois, leur vie ne se racontait plus comme une lutte pour survivre, mais comme une marche vers la paix retrouvée. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez. Et surtout, partagez cette vidéo. Peut-être que quelqu'un d'autre sera surpris par les secrets que cachent certaines vies.